Une ville qui ne se soucie pas d'environnement, c'est une ville qui, à terme, va nécessairement amoindrir la qualité de vie de ses citoyens. Ce qui est intéressant quand on travaille à l'échelle municipale dans le domaine de l'environnement, c'est que c'est vraiment le palier décisionnel qui est le plus proche du citoyen. De plus en plus, dans nos modes de développement, on intègre des enjeux autant sociaux qu'environnementaux. On est venu débarrasser 10 grands secteurs, 29 dépotoirs clandestins. Là. On parle de plus de 312 tonnes de matière qui s'y trouvaient. Il y a une volonté de faire passer une partie de cette réserve faunique-là d'un statut de réserve faunique à un statut de parc national. C'est important d'avoir des grands territoires témoins qui vont nous permettre de suivre l'évolution de nos écosystèmes. On est vraiment dans une ère de transition. Je dirais que c'est ce qu'on devrait avoir dans les prochaines décennies. Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. De manière générale, l'environnement, c'est tout ce qui est composé du vivant et du non-vivant qui nous entoure. Donc, comme je le disais, on peut le voir à une grande échelle. On peut penser que la planète, par exemple, c'est un écosystème, l'écosystème planétaire. Mais on peut aussi, pour des besoins précis, subdiviser l'environnement en différents écosystèmes, en différents habitats pour pouvoir travailler à une échelle qui est plus normale pour une échelle de projet. Puis, évidemment, c'est l'environnement qui supporte la viabilité, la vivabilité de nos écosystèmes et donc notre capacité à perdurer dans le temps. C'est sûr que l'environnement, au sens large, c'est toutes les conditions naturelles, physiques et aussi culturelles qui façonnent notre milieu de vie. C'est aussi, on pourrait penser, notre interdépendance entre l'humain et la nature. L'Environnement Côte-Nord, c'est un conseil régional de l'environnement, donc, qui existe depuis 1992. Les conseils régionaux de l'environnement au Québec, il y en a 16, qui correspondent leur territoire correspond aux régions administratives du Québec. Donc, évidemment, on s'adresse particulièrement aux municipalités et, comme le nom l'indique, Conseil régional de l'environnement, on est un organisme conseil. Donc, l'objectif est d'orienter les décisions publiques. Au niveau municipal, c'est certain qu'il y a des très grands enjeux en environnement. On a juste à penser à la gestion des matières résiduelles, tout le côté de protection et d'économie d'eau potable. C'est des défis constants. On peut penser au département de travaux publics de l'ensemble des localités là, de la Côte-Nord et l'ensemble du Québec. Et évidemment, un de nos mandats principaux, c'est de faire le lien entre tous les gens qui travaillent en environnement dans la région. Donc, l'élément de concertation est important chez nous. On travaille évidemment avec les comités ZIP, avec les organismes de bassin versant, avec les autres organismes en environnement, les municipalités, etc. Je dirais qu'une ville qui ne se soucie pas d'environnement, c'est une ville qui, à terme, va nécessairement amoindrir la qualité de vie de ses citoyens. Parce que quand on vit dans un environnement qui est dégradé, on a un paquet de conséquences qui vont d'impact sur la santé, autant physiques que psychologiques, à des problèmes de nuisance, par exemple. Et il faut quand même inverser la tendance qui a longtemps vu le développement économique comme un but alors que ça devrait être un moyen. C'est-à-dire que oui, le développement économique, c'est intéressant, ça permet aux gens de travailler, et ça répond à des besoins primaires de l'humain. Par contre, là où est la limite, c'est la capacité de support des écosystèmes. Si on dépasse cette capacité-là, évidemment, on se trouve à engendrer une baisse de qualité de vie par le fait même. Si on change de paradigme, puis on met vraiment la protection de l'environnement, donc la capacité de support des écosystèmes au cœur de notre processus décisionnel lorsqu'on est dans une municipalité, c'est certain que la qualité de vie des citoyens va non seulement être améliorée à court terme, mais surtout sur le moyen et le long terme. On a juste à penser à l'enjeu des changements climatiques qui va complètement façonner notre milieu de vie. Donc, si on prend déjà des bonnes décisions au niveau de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, en tenant compte des futurs aléas climatiques qu'on vit déjà d'ailleurs, c'est sûr qu'on va pouvoir assurer une meilleure rétention de notre population parce que notre milieu va déjà être protégé et adapté en fonction du futur. Oui, effectivement, les dépotoirs clandestins, c'est un phénomène qui est tout à fait
Je dirais sur la Côte-Nord qui est particulier. C'est probablement le premier dossier auquel j'ai eu affaire il y a une vingtaine d'années quand je suis arrivé à Environnement Côte-Nord. Évidemment, c'est moins acceptable en 2021 que ça l'était peut-être en 1980, là, mais ça demeure une pratique malheureusement qu'on voit. Puis si on se promène le long de la route, on voit quand même aussi dans les fossés les verres de café, etc. Donc il y a quand même une partie de la population qui, encore aujourd'hui, trouve ça acceptable de jeter ces choses par les fenêtres de l'auto. Peut-être qu'il faut mentionner c'est quoi un dépotoir clandestin. On ne l'a pas dit d'emblée. Mais quand on parle de dépotoir clandestin, c'est vraiment un endroit où on va retrouver des matières de tout genre. Donc, ça peut être même des jouets pour enfants, un reste de motoneige. Il y a vraiment des choses, des articles de sport aussi, là. C'est vraiment très diversifié. Puis, c'est fait par soit un citoyen ou une entreprise. Donc, c'est pas seulement là, les gens à caractère individuel là, qui sont des contrevenants. Il y a aussi des organisations qui posent ce genre de gestes-là. Et on compte plusieurs centaines de dépôts sauvages, qu'on appelle, en nature, donc un peu partout sur la Côte-Nord. On a travaillé beaucoup à les identifier dans les dernières années avec l'aide des municipalités. On en a aussi nettoyé. Il y a eu plusieurs campagnes de nettoyage. On parle de plusieurs millions de dollars en campagne quand même, organisées par plusieurs organismes différents. Comme un de nos projets les plus récents qu'on a mis en œuvre, c'est avec la MRC de Cette-Rivière qui, elle, travaillait plus sur le côté signalement à l'aide d'une plateforme en ligne. Puis notre équipe d'Environnement Côte-Nord est vraiment allée sur le terrain en prenant les signalements des citoyens. On a sélectionné des sites qui, eux, ont été nettoyés. On est venu débarrasser 10 grands secteurs, 29 dépotoirs clandestins, là, de vraiment beaucoup de tonnes. On parle de plus de 312 tonnes de matière qui s'y trouvaient. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'avoir recours à une solution comme ça, parce qu'il y a effectivement des services municipaux qui sont bien adaptés un peu partout sur la Côte-Nord. Je veux dire, c'est particulièrement le cas du côté de cette île avec les sites d'apport volontaire dans les régions plus périphériques. L'éco-centre à cette île qui permet d'aller porter ces matières. C'est peut-être de rappeler la présence d'éco-centres en premier, parce qu'il y a quand même une proportion de la population qui n'utilise pas encore ces services-là. Donc, on pense qu'il y a certaines personnes, peut-être les gens par paresse, ils vont aller porter ces matières-là en forêt quand le lieu d'enfouissement est fermé, ces choses-là. Bien, si on revient constamment avec un message qu'il y a des sites, que c'est gratuit, bien, on a une chance de les raccrocher. Pour ce qui est des contrevenants purs et durs, bien, malheureusement, c'est peut-être via la réglementation qu'on travaille avec les ministères et les municipalités qu'on va avoir une chance de faire des gains. Mais c'est surtout au niveau de la sensibilisation des plus jeunes. Moi, j'ai confiance. En tout cas, quand je vois, il y a de plus en plus de sensibilisation qui est faite auprès des clientèles jeunes, au niveau des clientèles scolaires, entre autres. Et souvent, les jeunes, c'est des comportements qui sont jugés inacceptables. Donc, on peut penser qu'éventuellement, c'est une problématique qui va se résorber d'elle-même, entre guillemets, là, en continuant à travailler fort à les sensibiliser. Dans le cas de Port-Cartier, la réserve Port-Cartier-Sept-Îles, depuis quelques années, bon, une quinzaine d'années même, il y a une volonté de faire passer une partie de cette réserve faunique-là d'un statut de réserve faunique à un statut de parc national. Depuis quelques années, la réserve faunique a commencé l'aménagement de sentiers, certaines activités, sauf que d'aller chercher un statut de parc national, ça va vraiment permettre de mettre des infrastructures vraiment à un calibre, je dirais même international. On le sait avec le réseau des parcs de la CEPAC, les gens viennent de partout pour voir ces attraits-là. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est si le territoire du lac Walker était peut-être situé plus dans le sud du Québec, bien, on aurait eu un statut de parc national depuis longtemps, parce que ces attributs en font vraiment un site d'exception, puis les gens du coin le savent. Non seulement on préserve les caractéristiques de biodiversité, de représentativité du territoire. Dans le cas du lac Walker aussi, il y a une caractéristique exceptionnelle, c'est le lac le plus profond du Québec. Donc, il y a une foule de caractéristiques aussi scientifiques qui vont être intéressantes à explorer à ce niveau-là. Et outre ça, on peut le mettre en valeur. Donc, il y a des zones qui vont être vraiment laissées à la conservation la plus stricte pour protéger, par exemple, le caribou forestier, qui est une espèce à statut, justement pour assurer sa survie. Mais il y a des zones où est-ce qu'il y a un intérêt, comme on peut penser au lac Walker, les sentiers à proximité, qui vont pouvoir être davantage mis en valeur pour que, finalement, on découvre ces écosystèmes-là, parce qu'on protège ce qu'on aime, finalement. Fait que c'est en ayant des activités comme ça qu'on va amener le public à découvrir l'ensemble de la biodiversité puis de la représentativité de ce territoire-là.
Et ça devient pratiquement comme une vitrine sur les écosystèmes naturels. On essaie de maintenir l'écosystème dans un état assez proche de l'état naturel pour que les gens puissent pratiquer des activités et donc avoir accès à la nature, mais dans un cadre encadré là, où il y a des installations qui permettent, par exemple, de le faire en sécurité, de le faire de manière familiale aussi. Donc, c'est important d'avoir des grands territoires témoins qui vont nous permettre de suivre l'évolution de nos écosystèmes en fonction des chamboulements qu'on a commencé déjà à ressentir là, à cet égard-là sur le territoire. Bien, en fait, le projet a été mis sur la glace par le gouvernement en 2020. On mène une campagne présentement là, pour le remettre à l'ordre du jour. Il semble y avoir quand même un consensus très fort en faveur du projet. Donc, on espère que le gouvernement va changer son fusil d'épaule et redémarrer les actions. Il faut dire que l'acquisition de connaissances a pratiquement tout été faite. Donc, on est rendu à l'étape justement de le créer. Là. On est en mesure de prendre des décisions assez rapidement. Là, c'est pas seulement un projet d'environnement, c'est un projet qui est porté par l'ensemble de la communauté. Donc, il va y avoir d'autres actions qui vont venir pour mobiliser cette fois-ci la population. Il y a peu de communautés au Québec qu'on pourrait dire qui sont exemplaires, très peu même. En termes d'aménagement urbain, entre autres, on travaille beaucoup là-dessus depuis les dernières années. Le gouvernement actuel propose une stratégie nationale sur l'urbanisme. On a très hâte de voir l'aboutissement de ça. Malheureusement, cette île, comme la plupart des communautés de la Côte-Nord, a été développée à l'ère de l'automobile, donc ça se reflète beaucoup dans notre aménagement urbain. Par contre, si on regarde certains critères, certains indicateurs, c'est une ville qui performe bien à certains niveaux. C'est plus du tiers du territoire de la ville de Sept-Îles qui est actuellement en aire protégée. Et c'est majeur. Puis c'est des éléments extrêmement intéressants qui sont protégés. D'ailleurs, la rivière Moisy, la rivière Matamec, donc des éléments qui ont une importance au niveau écologique. Il y a un effort intéressant aussi qui a été fait dans les dernières années pour améliorer la performance au niveau des matières résiduelles. Et ça, on sait qu'il y a encore du travail à faire. Dans les prochaines années, d'ailleurs, on va travailler du côté de la ville à implanter la collecte, la troisième voie, si on veut, là, la collecte des matières putrescibles, tout ce qui est compostage. Donc, il y a vraiment des avancées qui se font. Et la ville est plutôt proactive dans ces dossiers-là. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'on va dans la bonne direction. Je me rappelle, là, quand j'étais aux études, il y a 20 ans, on apprenait des choses à l'égard des changements climatiques, puis c'était des spécialistes de l'ONU qui nous parlaient de ces choses-là, puis on était encore à tergiverser, bon, est-ce que c'est vrai ou non, puis il y a eu toutes sortes de consensus scientifiques ensuite, puis aujourd'hui, on nous dit exactement ce qu'on a appris il y a 20 ans, puis d'autres personnes reculeraient de 40, 60 ans, l'ensemble des rapports qu'il y a eu sur le dossier. Fait que dans le fond, je nous souhaite d'avoir le courage d'accepter ces choses-là, puis de vouloir faire la différence, là, puis vraiment changer notre façon de voir les choses, changer notre paradigme. Là. Vous devez connaître l'allégorie de la grenouille, là, la fameuse grenouille qu'on va plonger dans un chaudron d'eau bouillante. Elle va sortir tout de suite, c'est certain, elle est en train de se brûler, elle va réagir. Par contre, la même grenouille qu'on va plonger dans un chaudron d'eau tiède, puis tranquillement qu'on va augmenter la chaleur, elle va s'habituer à ces nouvelles conditions-là. Puis au final, elle va se retrouver puis elle va mourir, notre fameuse grenouille. Mais elle n'aura pas réagi. Donc, ce qui arrive avec les changements climatiques, c'est qu'il y a tellement quelque chose qui est insidieux. Ça arrive, justement, ça fait 20 ans qu'on a la connaissance de tout ce qui se passe. Et pourtant, on est encore dans le chaudron, en train de mijoter au lieu d'agir. Il y a certaines municipalités qui le font de plus en plus, partout sur le territoire. On a quand même des beaux exemples. Puis nous aussi, le but, c'est de mettre en lumière les bons coups qui se font sur le territoire, de faire rayonner ces bons coups-là pour en inspirer d'autres.